Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Union africaine, c'est d'elle que nous allons parler dans le grand dialogue de ce soir. La raison, c'est que l'organisation aura demain mercredi 53 ans puisque son ancêtre, l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, avait, elle, été créée le 25 mai 1963 par 32 États. Aujourd'hui, l'Union africaine en compte 52 à sa création. L'Union en question se voulait ambitieuse, elle qui s'assignait comme objectif d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers le continent par l'intermédiaire du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Alors, quelles sont devenues ces ambitions? Comment se porte l'Union africaine aujourd'hui? Est-elle à mesure de faire face aux nombreux défis que le continent est appelé à relever? Ce sont ces questions et évidemment bien d'autres que nous allons adresser à nos invités au nombre de 2 pour l'instant, puisque dans ce studio, sont présents Etienne Fakaba Sissoko, il est économiste, et Maître Amadou Tcheoulé Diarra, avocat au barreau. Fidèle Diarra, ancien diplomate spécialisé des relations internationales, était attendu dans ce studio, mais pour des raisons vraiment indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. En 2002, l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, cédait sa place à l'Union africaine, un passage qui devrait en principe être qualitatif. Peut-on dire aujourd'hui que ça a été véritablement le cas? Je pose la question à vous en premier lieu, Etienne Fakaba Sissoko, vous qui êtes économiste. Alors, si aujourd'hui on a pu réussir quelque chose dans le cadre de la création de l'Union africaine, c'est qu'on a réussi à mettre tous les pays ensemble, presque tous les pays africains ensemble. Mais au-delà de ce résultat appréciable mais maigre au regard des ambitions que s'était fixée cette organisation, au regard aussi de la situation de l'Afrique, que ce soit la situation sécuritaire, la situation économique, la situation politique, vous remarquerez avec moi que les objectifs qu'on s'était fixés et les résultats aujourd'hui atteints sont loin d'être satisfaisants dans le contexte actuel. Donc oui, il y a de maigres avancées ça et là et j'espère qu'on va avoir l'occasion d'approfondir. Mais je dis encore une fois de plus que nous sommes loin, sinon très loin du compte. Maître Amadou Tcheoulé Diarra, vous qui êtes donc avocat au barreau, on sait que vous vous intéressez de très près en tout cas à l'évolution de l'Union africaine. Alors, ce passage de l'OIA à l'Union africaine, est-ce que ça a été un passage qualitatif au vrai sens du mot? Non, je crois que ça a été une régression. Une régression parce que les principes de base de création de l'Union en 1963 ont été dévoyés. Parce que les différents chefs d'État, vous avez dit au départ 32 en 63, ils se sont réunis autour des principes de base. Mais en 2003, il y a eu un recul. Et le recul, c'est quoi? Parce qu'on est passé, en fait, si vous voulez, d'une conception et de développement indépendant, chaque pays. Et en 2003, finalement, on a modifié, en fait, les règles qui les gouvernent, pour instituer ce qu'on appelle, le néolibéralisme, notamment à Maputo. Et c'est ce qui est déplorable. Donc, l'abandon même du plan d'action de Lagos, le PAL, en 80, qu'ils ont conçu eux-mêmes pour le développement autonome, ce plan-là, ils l'ont remis en question pour adopter effectivement ce qu'on appelle le consensus de Washington. Ils l'ont abandonné. Alors donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de politique nationale. Il n'y en a pas. Les politiques nationales, adieu. Maintenant, c'est des politiques qui sont imposées. Aussi bien dans les règles juridiques qu'en fait en diplomatie. Alors, ce passage de l'OIA à l'UIA, est-ce que ça n'a pas été un peu forcé, maître? Non.
On était prêts, les Africains étaient prêts? Je ne crois pas. Je vais être obligé, effectivement, vous vous rappelez, quand, en fait, ils ont créé l'UA, eh bien, le président Konaré était en compagnie, en fait, du président Moritou Monintiré, vous vous rappelez? Il attendait sa désignation à la tête de la commission. Je pense qu'il faut rappeler que l'un des points d'achoppement, c'est qu'il y a eu un président de commission africaine, en fait, sans les pouvoirs souhaités. C'est-à-dire qu'on aurait voulu le voir à l'image d'un secrétaire général des Nations Unies, qui a un pouvoir de décision. Parce que l'Assemblée générale a un pouvoir de décision, le secrétaire général a un pouvoir de décision, le Conseil de sécurité a un pouvoir de décision. Mais la Commission africaine, quel est le pouvoir de décision que le président de la Commission a? Konaré a plaidé ça, malgré tout ce que les gens peuvent lui reprocher. On se rappelle que le président Konaré avait quand même quelques soucis avec certains pères, enfin certains chefs d'État notamment Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade l'a traité en fait de tous les noms et je ne sais pas, il a chargé de tous les péchés, mais en vérité c'était un problème de débat d'orientation. Parce que si le président de la commission n'a pas un certain pouvoir, Wade disait, la thèse de Wade, c'est que en fait ce n'est pas le président de l'Afrique. Mais à l'Union européenne, on ne peut pas dire la même chose. Hein. À l'Union européenne, un commissaire est considéré comme un ministre de ces pays et ils peuvent créer des règles et soumettre aux autres. Omar Bongo, lui aussi... Il a dit la même chose aussi. Il a dit la même chose aussi. Etienne Fakaba Sissoko, je voudrais quand même vous poser la question. On a eu quelque part l'impression qu'autour de cette union africaine, tout s'était arrangé entre chefs d'État africains, quand même en oubliant quelque part le peuple, puisqu'il n'y a eu nulle part la moindre consultation du peuple. Est-ce que vous trouvez cela normal? Aujourd'hui, c'est ça, c'est la réflexion que je me fais et je me dis que si nous avons réussi quelque chose dans le cadre de l'Union africaine, c'est l'intégration des institutions et surtout l'intégration des présidents de la République. Mais l'intégration des peuples qui doit être le socle de l'Union, de toute union, n'a pas été réussie. Si vous vous souvenez à la création de l'Union africaine, qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que la question de l'indépendance des États africains dont Maître parlait tout à l'heure était au centre des débats. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a dit qu'il faut non pas se départir totalement des autres institutions de l'Union européenne ou même de la Banque mondiale ou du FMI, mais qu'il faut que nous ayons nos propres institutions, nos propres mécanismes pour nous permettre d'être maîtres de notre développement. Et c'est dans ce cadre qu'il y a la Banque centrale africaine qui avait été créée sur papier, en tout cas à l'époque, et dont le siège devait être au Nigeria. Il y a également la Banque africaine d'investissement qui avait été créée également, dont le siège allait être en Libye. Et en dernier ressort, il y avait le Fonds monétaire africain qui avait été également créé. Donc toutes ces institutions-là avaient dans le fond de la création l'objectif de remplacer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et puis la Banque internationale pour le développement et la reconstruction, juste pour permettre à nos États d'être indépendants économiquement parce que nos pères l'ont compris et nous continuons à nous battre pour cela, que la vraie souveraineté, la vraie indépendance ne peut s'acquérir que sur la base d'une indépendance économique. Donc ces institutions devraient à plus tard prendre le relais. Et en 2009, lors de la conférence des chefs d'État, il a été question justement d'évaluer le fonctionnement de l'Union africaine. Et lors de cette rencontre-là, le comité de pilotage a fait le point et a démontré que toutes les conditions étaient enfin réunies pour justement rendre fonctionnelles ces institutions. Mais hélas, aujourd'hui, on en est encore au même niveau. Le Népal dont vous avez parlé tout à l'heure à votre introduction, aujourd'hui, quel est l'état d'exécution de ce nouveau partenariat? Et quels sont les acquis? Quelles sont les insuffisances? Où est-ce que nous allons partir finalement? Toutes ces interrogations-là demeurent. Je crois qu'on en parle même de moins en moins. Absolument. Pourtant, c'était des objectifs qui étaient clairement définis, des acteurs clairement définis et même des indicateurs aussi qui auraient pu nous permettre aujourd'hui de savoir où est-ce que nous en sommes avec le développement
développement de l'Afrique. Donc, toutes ces problématiques-là réunies font que finalement, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans sa vision première de créer l'unité africaine, est-ce que cet objectif-là peut être atteint? Parce que vous vous souvenez, c'est en 2009, lorsque il a été question de créer un gouvernement unique pour l'Afrique, le débat qu'il y a eu, certains qui disaient qu'il fallait consolider d'abord les unions sous-régionales et avant d'aller vers un gouvernement africain, et d'autres qui pensaient le contraire. Donc aujourd'hui, ce sont toutes ces problématiques-là auxquelles nous sommes confrontés que nous devons absolument régler. Et autre question aussi, c'est la question monétaire. La monnaie unique africaine a toujours été un vœu de nos chefs d'État. L'afro, qui était censé être cette monnaie africaine pour nous départir totalement des autres partenaires qui aujourd'hui, il faut le dire, ne nous arrangent nullement, n'a pas été également au rendez-vous. Et l'intégration des peuples, pour répondre à votre question, n'a toujours pas été au rendez-vous. Lorsque vous prenez, par exemple, dans le domaine commercial, vous prenez simplement le volume des échanges commerciaux entre les zones économiques de l'Afrique, vous vous rendez compte que ça ne dépasse pas les 6%. Et quand vous prenez par exemple la zone CEDEAO et la zone CEMAC, vous remarquerez que ça tourne autour de 3% des échanges commerciaux. Donc c'est infime au regard de l'objectif d'intégration économique, d'intégration des peuples auquel on aspirait. Donc sur ce niveau aussi, il y a des problèmes, il y a des défis à relever. Et j'espère que le volet sécuritaire, le volet règlement des conflits, on va l'aborder également. Maître Amadou Tchèvouledjara, ne pensez-vous pas que quelque part on soit passé un peu à côté par rapport à la démarche? Est-ce que la démarche a été celle qui convenait pour pouvoir lancer une Union africaine véritablement à mesure de relever les défis qui attendent le continent? Bon, en fait, l'idée d'une Union africaine, elle est bonne en soi. Mais maintenant, les instruments qui ont servi à bâtir l'Union, ce sont ces instruments-là, effectivement, qu'il faut questionner. Parce que à l'intérieur de la construction de l'Union africaine, en fait, il y a des clauses. Et ce sont ces clauses-là, eh bien, qui ne permettent pas. C'est comme un esclave. Vous dites il est libéré, mais vous lui mettez des chaînes qui le retiennent et il ne va pas loin. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous le libérez de la chaîne totalement. Mais vous le libérez en même temps, en fait, soit il a des boulets aux pieds, ou bien vous le libérez avec des chaînes longues, il s'en va, mais il ne peut pas échapper. Si nous questionnons l'union douanière, elle est devenue vraiment, en fait, le goulot d'étranglement après 2003. Le libre-échange, la libre circulation des capitaux, la question de l'immigration et notamment la question de la clause de la nation la plus favorisée. Et je vais peut-être entrer un peu dans un domaine juridico-économique, la question des AGS, les accords généraux sur le commerce et le service. Bon, maintenant, on est allé à l'Union, mais il y a ces pactes-là qui font que c'est une union de façade, mais on ne peut pas, en réalité, en fait, y mener ce qu'on appelle une auto, en fait, dépendance. Donc c'est la dépendance entière. Et c'est ça la question de fond. Bon, maintenant, les chefs d'État, c'est ce que moi personnellement je reproche à l'Union en fait africaine, c'est que bon, si nous prenons les autres institutions internationales auxquelles on peut comparer, les organes comme par exemple la conférence des chefs d'État, finalement c'est cet organe-là effectivement qui met en retard en fait la commission
c'est cet organe-là justement. Parce qu'il y a la conférence des chefs d'État, il y a la conférence des ministres et il y a en fait aujourd'hui la commission. Mais en vérité, c'est la conférence des chefs d'État qui nous met en retard. Alors que si vous prenez par exemple l'Union européenne, mais l'Union européenne, la commission met en marche les États. Parce que s'il y a des failles dans votre économie, dans votre politique, la commission vous dit « Ah non, faites attention ». Prenez un peu les conflits entre l'Union européenne et la France, et même l'Angleterre. Vous voyez ? Mais chez nous, dès qu'on demande une autonomie pour la présidence de la Commission africaine, les gens disent « Ah ouais, mais vous ne pouvez pas être le président de tous les Africains ». Mais qu'est-ce qu'on veut en vérité en ce moment ? C'est ça la question de fond. Et puis qui fait qu'il y a eu un recul en fait du développement du droit conventionnel africain. Avant 2003, nous avions un droit conventionnel africain progressiste. Il faut vraiment le dire. Qu'est-ce qui explique ce recul ? Ce qui explique ce recul, c'est que nous avons tellement emboîté le pas. Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi on a en fait opéré des réformes jusqu'à introduire dans les documents, en fait, aujourd'hui de l'Union africaine, que, en fait, nous devons baser, le développement économique de l'Afrique, sur ce qu'on appelle le libre-échange et l'économie de marché. Donc, ce qui met fin, du coup, à l'initiative propre des États, en fait, de se développer selon leurs capacités et leurs possibilités. Ça va même à l'encontre d'une règle affirmée par l'organisation internationale, qui est l'ONU, qui dit que chaque nation a le droit, en fait, de choisir sa propre politique économique, sociale et puis, économique. Alors qu'on nous impose par ailleurs que normalement la recette, c'est en fait l'économie de marché. Alors que les États, ils peuvent être autogestionnaires. Les États, ils peuvent en fait développer d'autres initiatives propres en fait à leur pays. Mais aujourd'hui, tout ça, en fait, c'est interdit. Nous avons modifié toutes nos règles parce que vous savez que le droit aussi suit l'économie, ou parfois le droit a la prétention effectivement de régler l'économie. Donc ce qui fait que le droit conventionnel africain, depuis en fait les années 97-98, ce droit conventionnel africain est en régression. On ne le sent plus dans les décisions qui sont rendues, malgré l'existence de la Cour africaine des droits de l'homme et la Cour d'Abuja. Parce que normalement, l'existence de la Cour africaine d'Arusha et la Cour d'Abuja signifie que ces cours devraient être effectivement des cours qui aident à mettre les politiques, en fait, pas au pas, mais à être conformes vraiment au droit. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Studio Tamani, nous allons poursuivre ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'Union africaine, c'est donc le sujet que nous abordons dans votre émission Le Grand Dialogue de ce mardi. La raison est bien simple, c'est que l'Afrique célèbre demain donc 25 mai, sa journée. Nous avons donc deux invités dans ce studio, Maître Amadou Tchèvlou Diaraki, avocat au barreau, et Etienne Fakaba Sissoko, économiste. Alors, Etienne Fakaba, on voit qu'à beaucoup de niveaux, il y a quand même des problèmes au niveau des décisions. Il y a des problèmes. Mais moi, je voudrais quand même poser la question suivante. Une union comme l'UA suppose quand même une vision commune d'un certain nombre par rapport à un certain nombre de choses. Les pays de l'Union africaine ont-elles une vision partagée de leur devenir?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème même dans la méthode, dans la démarche qui doit nous conduire à cette union, surtout à l'union des peuples, parce que c'est cela le plus important. Mais au regard de ce qui se passe, vous voyez, il est difficile aujourd'hui qu'on ait une vision commune des choses parce que dans la pratique, les chefs d'État n'ont pas les mêmes pratiques. Je vous prends un exemple. Les problèmes que l'Afrique rencontre aujourd'hui sur le plan institutionnel, c'est les problèmes de maintien au pouvoir de nos chefs d'État. Et l'Union africaine aujourd'hui a cette lourde mission de veiller à l'épanouissement de la démocratie dans l'ensemble de nos États. Et cela est écrit dans l'article 4 justement du Conseil de paix et de sécurité qui autorise justement l'Union africaine à intervenir dans les États chaque fois que la démocratie est en danger. Et l'organe qui a aussi la charge, comme Maître le disait, de mettre au pas la commission, qui est la conférence des chefs d'État, cette conférence des chefs d'État n'arrive pas à s'exprimer face à leurs collègues qui violent les constitutions à longueur de journée. Donc vous voyez que, ayant des intérêts divergents, ayant des objectifs antagonistes, qu'il est difficile que ces États arrivent à avoir une vision commune de l'Afrique. Parce que chacun est omnibulé par le peu de pouvoir qu'il a entre les mains. Comment sauvegarder ce pouvoir-là? Et le reste, l'union, c'est pas véritablement leur problème. Et l'autre aspect aussi de la chose, c'est au niveau de la résolution des conflits, aujourd'hui en Afrique. Vous voyez, lorsque vous prenez les statistiques qui sont assez patentes, vous voyez, l'Union africaine est intervenue en Angola, au Burundi, au Congo-Brazza, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Libéria, avec des accords. Et parmi tous ces accords-là, aucun de ces accords n'a pu être appliqué. Aucun de ces accords n'a pu être appliqué. Et parallèlement à cela, vous avez une liste également de pays qui ont connu le conflit armé et qui ont réussi à réussir cela à travers la solution militaire. Or, l'un des instruments aujourd'hui que l'Union africaine met en avant dans le cadre de la résolution des conflits, c'est la médiation. Alors, comment avoir une vision commune, comment avoir un objectif commun, comment être satisfait des résultats de l'Union africaine si les prérogatives de l'Union africaine n'aboutissent pas à un résultat pour le bien-être des peuples africains? Voilà l'autre problématique aujourd'hui qu'on doit arriver à résoudre. Maître a parlé aussi de la question aujourd'hui du commerce. Le modèle économique qui doit être mis en avant dans nos États. Voyez, vous allez dans tous les pays presque africains, vous voyez que c'est le cadre stratégique de réduction de la pauvreté ou de lutte contre la pauvreté avec les générations 1, 2, 3, etc., qui sont en vigueur. Et ces cadres stratégiques-là ne sont d'autre chose que l'émanation des instructions de la Banque mondiale et du FMI dans le cadre du développement de nos États. Et qui obligent nos États à avoir des politiques économiques pour pouvoir être capable de bénéficier de financement de ces institutions-là. Voilà l'autre enjeu aussi. C'est pourquoi je dis que si nous voulons avoir une vision commune, il faut que cette vision commune-là parte des peuples, parte de la population, parte de la base. Sinon, on va continuer des années dans ce schéma actuel, on ne s'en sortira pas. Et cela ne peut se faire également que si on arrive à mettre en avant l'intégration économique, parce que tout part de l'économie. Tout part de l'économie. Les juristes vous diront que c'est les institutions, mais tout part de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, réussir le défi économique dans nos États africains, c'est arriver également à amorcer un processus de développement. Et l'autre chose qui est regrettable, qui nous empêche d'avancer, c'est la question du financement de l'Union africaine même. Les textes de l'Union africaine disent que ce sont les États qui cotisent dans un premier temps des cotisations pour pouvoir arriver
Voilà. Etienne, je crois que nous aborderons très prochainement cette question des finances, du financement donc de l'Union africaine. À présent, je me tourne du côté de Maître Amadou Tchéoulé Diarra. Dites-moi, Maître, est-ce que quelque part on ne peut pas parler d'union contre nature quand on essaie de voir quand même les différents régimes qui constituent cette union, quand on essaie de voir le comportement des chefs d'État qui se rencontrent, qui se tapotent, mais dans la pratique qui difficilement devrait pouvoir se comprendre. Oui, parce que à la vérité, on est passé ce qu'on appelle du bilatéralisme avec la possibilité pour en fait chaque pays de discuter avec son interlocuteur, donc à ce qu'on appelle un système unipolaire, ce qui aurait pu arranger les choses normalement avec une vision commune comme il l'a dit et comme Dr Etienne Kabafa l'a dit. Normalement ça devrait favoriser les choses, mais on se rend compte que c'est pas possible parce que c'est l'institution même, la rédaction de l'institution qui est en cause. Parce que si vous prenez la légalité institutionnelle qui a guidé les rédacteurs à rédiger, c'est un carcan. Un carcan. Eh bien, ce carcan, on arrivait à le confectionner avec ce qu'on avait, un outil chez les menuisiers qu'on appelle le rabot. Vous connaissez le rabot? Raboter. Donc, l'union est conçue de telle manière que si il y a en fait excroissance, on rabote. On rabote les États pour qu'ils soient compris dans le même moule. Cela veut dire que même si dans un État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même odieux quand on prend les textes de l'Union africaine de parler de révolution. C'est-à-dire un État, c'est-à-dire on étouffe ou on combat les idées révolutionnaires dans les pays. On ne permet pas à un pays, en fait, si vous voulez, d'avoir des initiatives en dehors de l'Union africaine, que ce soit des initiatives économiques, que ce soit des initiatives politiques. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est une répression. Le texte réprime ces idées, effectivement, et comme il le dit, à la base des populations. Parce qu'à supposer qu'un mouvement révolutionnaire naisse dans un pays, ce qui est légitime. Maintenant, ce mouvement naît, alors on dira non, ce n'est pas conforme avec la légalité institutionnelle. Ça c'est un frein. Or, les peuples se développent différemment selon les pays et selon leur mode d'organisation. Maintenant, mais si vous freinez ça à travers un texte, parce que chaque fois qu'un pays essaye d'évoluer et de se développer, on dira « Ah ouais, mais vous êtes en train de violer la légalité institutionnelle ». Donc, on sort, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle un carton pour vous montrer. Et c'est ça la difficulté. À telle enseigne aujourd'hui que, personnellement, je peux croire au combat des peuples, mais les combats des peuples sont étouffés par cette légalité institutionnelle. Et les pères fondateurs l'ont voulu ainsi. Alors qu'il y a une jeunesse à 55% ou même 75% de jeunes. Mais si on confectionne des textes pour étouffer les idées progressistes là-dedans, qui, par ailleurs, parce que le monde de demain, c'est pour eux, mais nous, on a confectionné des textes qui étouffent toute cette velléité-là. Et c'est ça le comble. L'union, en fait, africaine est faite de telle manière que les possibilités, si vous voulez, d'organisation en dehors du binôme économie de marché et multipartisme, ça, il ne faut pas vraiment en arriver là. C'est une interdiction, c'est même une prohibition. Donc c'est cela la question de fond. Et d'ailleurs, Pierre Gounidec, il a su le dire, Pierre Gounidec, il a écrit l'Union, l'OIA après 30 ans. Donc cet ouvrage est paru en 1992. Donc c'était une belle époque. Et lui, il a dit, je confirme le docteur Etienne, il a dit que l'OIA n'est jamais parvenu à régler un conflit sur la base d'initiatives propres. L'OIA a fait toujours appel à des puissances étrangères pour régler ces problèmes.
Or, il a dit, Dr Etienne l'a dit, le socle de l'OIA, c'est la médiation, c'est l'arbitrage, c'est le règlement pacifique des conflits, comme à l'africaine. Mais ils ne sont jamais parvenus à ça. Studio Tamani, presque 18h45, nous allons observer une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'Union africaine, le sujet du jour. Nous avons abordé beaucoup d'aspects de la question. À présent, le financement, Etienne, vous en parliez tout à l'heure. On sait, sauf si je me trompe, je sais quand même que le guide libyen, Omar Kadhafi, dans un premier temps, quand même, a, semble-t-il, beaucoup aidé ces pays, financièrement par là. Il n'est plus. On a l'impression aussi que l'Union africaine compte beaucoup quand même sur d'autres structures qui ne sont pas africaines pour son financement tel que l'Union européenne. Alors, est-ce que dans cette situation, c'est une union qui pourra atteindre les objectifs auxquels s'assigne? Absolument non. Moi, je le dis tout le temps que aujourd'hui, il y a, et je confirme, Maître, encore une fois de plus, qu'il y a un problème au niveau même des textes de l'Union. Parce que dans les textes, au niveau du financement, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, quel que soit le pouvoir économique d'un État, chaque État paye la même cotisation. Et dans leur entendement, de ce fait-là, on ne peut pas favoriser un État par rapport à un autre État. Et qu'il faut créer un équilibre pour qu'un État ne se sente pas suffisamment puissant par rapport aux autres, qu'il faut mettre en place une cotisation unique pour l'ensemble des États. Ça, c'est une erreur de mon point de vue. Le poids économique des États n'étant pas le même, les capacités économiques des États n'étant pas les mêmes, Sankara le disait, il est normal que ceux-là qui ont le plus de moyens contribuent le plus pour la réalisation de l'Union. Cela est une erreur. Et à côté de cela, les politiques économiques, encore une fois de plus, que nous élaborons sous l'impulsion de ces institutions internationales, aujourd'hui sont dénudées de tout sens, je dirais pas moral, mais social, de tout sens social, parce que basé sur le libéralisme économique, parce que basé sur le capitalisme sauvage. Et tout État qui voudrait se retirer justement de l'exécution de ce processus-là de mise en œuvre du libéralisme économique ou de l'ouverture sauvage de nos économies au reste du monde, se verra tout de suite couper les robinets. Et là, c'est toute la problématique que nous avons. C'est pourquoi je dis que dans les textes, la Banque africaine d'investissement que nous avons créée sur papier, les autres institutions financières, la Banque centrale africaine que nous avons créée sur papier, auraient dû voir le jour. Et vous avez raison, Kadhafi a énormément joué pour... Et je dirais que c'est, entre autres, l'une des raisons qui a valu son départ tel que nous l'avons vu. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir... Est-ce qu'avec le mécanisme de financement actuel de l'Union africaine, nous sommes en mesure d'être indépendants ou même de concurrencer le reste du monde? Parce que quand vous prenez le PIB de notre zone, nous sommes aujourd'hui à plus de 1623 milliards en termes de PIB de la zone Union africaine. Ce qui fait de nous la 6e économie mondiale. La 6e économie mondiale. Ce n'est pas rien. C'est un signal qui nous montre aujourd'hui que nous avons un potentiel énorme. Mais ce potentiel est étouffé par des politiques économiques mal élaborées, par des acteurs économiques mal inspirés, par des chefs d'État en manque de vision, en manque d'initiative, qui font aujourd'hui que les peuples continuent à souffrir le martyre. Donc il est important pour nous, si nous voulons réellement aller vers la réalisation de l'Union africaine, il faut d'abord que cette indépendance économique, que nous puissions la réaliser. Et cela se fait une fois que la monnaie unique africaine aura vu le jour. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que les unions économiques que nous avons créées, les 6 unions économiques que nous avons aujourd'hui, doivent être consolidées avant la création de toute institution supranationale pour diriger l'Afrique.
mais il est important que nous accélérions ce processus de création de notre monnaie unique, qui est un symbole d'abord de souveraineté de l'Afrique, qui est un symbole de notre libération du néocolonialisme et du néolibéralisme que nous avons connu. Maître Amadou Thiablé Diarra. Oui, je ne suis pas économiste, mais concernant la création de ces banques et de ces institutions financières, oui, pour en fait notre propre dignité, oui, pour notre propre identité. Bon, mais je pense personnellement qu'il y a ce qu'on appelle des déterminants. Parce que pour arriver là, il faut des déterminants. Parce que, excusez-moi de l'expression, parce que si vous mettez à la disposition d'un esclave tout le confort qu'il faut pour lui, alors que vous ne le libérez pas, si vous ne le libérez pas, est-ce qu'il est pour autant libre? Il ne l'est pas. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que, normalement, il faudrait que nous ayons un système qui rompe avec, effectivement, tout ce qui concerne la garantie, en fait, de nos monnaies par, précisément, dans le cas de la jeune franc, au niveau vraiment du trésor public français. C'est pas méchant, parce que c'est des principes de l'ONU qui voudraient que chaque nation ait la possibilité de définir sa propre politique économique, sociale et culturelle. Ce n'est pas des vains mots, mais ces résolutions-là sont dans des placards. Les nations qui ont en fait la volonté de les sortir, il a dit, vont en pâtir. Et je pense que la disparition de Kadhafi, il ne faudrait pas que les Africains, moi je ne suis pas kadhafiste, mais en vérité, je voyais la direction effectivement de toutes les politiques qu'il était en train d'asseoir. Et je pense que ça fait partie, c'est des éléments clés de sa disparition. Parce que les institutions financières qu'il allait mettre sur pied et les systèmes d'autonomie qu'il allait mettre sur pied, étaient ce qu'on appelle des brèches dans le capitalisme. C'est clair et net. Et c'est pour cette raison que, la guerre en Libye est allée, en fait, à la 5e vitesse et finalement, tout le monde sait comment les choses se sont passées. Donc, en conclusion sur ce point, Kadhafi n'est pas là, mais aujourd'hui, les Africains doivent pouvoir effectivement, parce qu'il faut d'autres générations de chefs d'État. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut d'autres générations. Et puis, pas d'insulter la France ou bien l'Allemagne, non. Moi, je ne suis pas pour qu'on les insulte. Mais au moins des gens qui peuvent dire certaines vérités. Parce que la solution n'est pas d'insulter. Non, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est vraiment d'être des dirigeants qui sont fiers de leur pays et qui peuvent s'exprimer en regardant dans les yeux, mais pas, par exemple, en insultant ou en dire quoi que ce soit. C'est ce genre de dirigeants dont nous avons besoin aujourd'hui, franchement. Alors, Etienne Fakaba-Sissoko, avec tous les problèmes que vous avez énumérés au cours de cette émission, peut-on rêver voir une monnaie africaine dans un avenir proche ? Dans un avenir proche, je ne sais pas, le cap fixé pour l'Afro, c'est 2023. Or, il est clair qu'aujourd'hui, dans ce qui est de la zone CEDEAO, il est question que nous créions une monnaie unique CEDEAO. Et depuis 2005, nous sommes en train de repousser de date en date. Et tout cela... pourquoi ? Parce que, encore une fois de plus, les chaînes n'ont pas été coupées.
parce que nous n'avons pas encore été libérés. Sinon, tous les experts de la zone CEDEAO se sont réunis en 2009 au Ghana, à Accra, et ont montré que les convergences, les critères de convergence ont été atteints dans chacune de ces zones-là. Et qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun obstacle majeur pour aller vers la création de la monnaie unique CEDEAO. Mais jusque-là, vous voyez que ça traîne, et on parle encore de 2025 pour ce qui est de la zone CEDEAO. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'avènement de cette monnaie unique-là ne dépend pas des conditions macroéconomiques de nos États, ne dépend pas des situations économiques de nos États, mais dépend d'une volonté politique. Et cette volonté politique-là, c'est les chefs d'État qui doivent l'impulser. Elle est absente pour l'instant. Elle est absente parce que nous n'avons pas malheureusement de chef d'État capable d'impulser cette dynamique-là. Maître l'a dit, il nous faut une nouvelle génération de chefs d'État, il nous faut une nouvelle génération de leaders en Afrique, à l'image de Thomas Sankara, à l'image des Kwame Nkrumah, des Modibo Keïta, capable aujourd'hui de mener l'Afrique vers cette prospérité. Aujourd'hui, vous montrerez l'Union africaine aux pères fondateurs de l'Union africaine, voilà, excusez-moi, mais ils vont se prendre la tête. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune perspective d'avenir en ce sens-là. Donc je dis une fois de plus que les peuples ont cette responsabilité-là face à leur destinée de revoir la façon dont ils choisissent leurs responsables. Et c'est chaque État, ce combat doit se mener au niveau de chaque État pour que véritablement nous puissions avoir des hommes et des femmes soucieux du devenir de leur pays, soucieux du devenir de l'Afrique pour véritablement nous amener vers le développement. Alors, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, on l'a vu que l'Union africaine s'était quand même fixé un certain nombre d'ambitions, un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, il y a la promotion des droits de l'homme. Alors, cette question, n'est-ce pas quand même gênant voir des Africains expulser d'autres Africains sans même mettre la manière et après rien ne suit? Oui, c'est vrai, parce que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a le principe de l'interdiction des expulsions massives. Or, les expulsions massives sont devenues, le dada des pays africains. Entre pays africains. Ils violent leur propre législation. Bon, mais il y a également que les pères fondateurs, ils ont montré en 86, 81, Banjul, et en 86, quand ils ont adopté la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ont montré leur volonté en créant la Commission africaine des droits de l'homme, une volonté effectivement de se soumettre aux droits. Ils sont allés en 92 avec l'acceptation d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Tout ça, c'est positif. Ils sont allés en créant même la Cour d'Abuja, la Cour de justice de l'UEMOA également. Tout ça, c'est pour se soumettre à la justice. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que pour moi, normalement, quand vous créez des juridictions de ce genre, Arusha comme Abuja, maintenant, il faut donner à ces juridictions des pouvoirs importants. Il faut leur donner la possibilité de devenir ce qu'on appelle, peut-être pas quatrième pouvoir, mais des pouvoirs importants qui puissent effectivement dissuader certains chefs d'État. Autrement dit, il ne sert rien de les créer comme ça, comme si c'était une fin en soi. Non, si vous voulez, c'est des pots de fleurs. C'est des pots de fleurs parce que ça ne dissuade pas. Ça ne dissuade pas. Et il a parlé, je crois, d'un instrument de gouvernance qui est vraiment important. En 20 secondes maintenant. Voilà, donc l'instrument de gouvernance, c'est ce qu'on appelle la charte de bonne gouvernance pour les élections et la démocratie.
mais une charte importante. Mais est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'elle est observée? Je ne crois pas. Voilà, c'est sur ces propos que prend fin le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était l'Union africaine qui a 53 ans demain. Alors, nous en avons parlé avec Maître Amadou Tcheouli Diarra, avocat au barreau, et Fétien, le docteur Etienne Fakaba Sissoko, qui est économiste. Mise en ordre, nous dirait. Régie vidéo, Mamadou Ouattara. Réalisation Ayoubasso, présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc dans quelques jours pour un autre sujet. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Maundi. Shenni Beri.